Bonsoir fidèles téléspectateurs, grand est notre plaisir de vous savoir très nombreux pour suivre votre émission Heure du coach consacrée aux familles. Pour aujourd'hui, nous avons choisi un thème très intéressant, mais aussi complexe, qui est le choix du conjoint. Nous savons tous que la réussite du mariage est l'affaire de deux personnes, de sexe opposé bien sûr, de différentes cultures, de différents caractères, de différentes habitudes. Mais malgré cela, les deux personnes décident de s'engager dans le lien du mariage pour le bonheur et pour la vie. Mais reste à savoir si réellement l'on a trouvé la bonne personne pour faire ce voyage. Avec nos invités ce soir, le couple Kalima, Léon et Véronique, ils vont répondre à vos questions et nous osons croire que ces réponses vont rencontrer vos attentes. Bonsoir, pasteur Léon Kalima. Bonsoir, madame. Bonsoir, Véronique Kalima. Bonsoir, Merci beaucoup pour votre disponibilité. Vous êtes toujours là à cette émission. Vous vous donnez malgré vos occupations, mais vous êtes toujours là pour faire pâturage, pour participer à cette émission Heure du coach consacrée aux familles. Surtout que vous en êtes responsable à l'église de Mangembo dans les grands domaines de famille. Voilà, directement pour ce soir, nous allons parler du choix du conjoint. Nous savons que le choix du conjoint a été toujours un problème. Toujours un problème. Et les gens veulent toujours savoir comment opérer un choix. Nous avons plusieurs questions. Et je pense que nous n'allons même pas tous les terminer. Mais du moins, par vos réponses, nos téléspectateurs seront satisfaits de toutes les réponses que vous allez leur donner. La première question, là je me tourne vers le pasteur Léon Kalima. Entre l'homme et la femme, qui opère le choix? D'abord, je voudrais dire que le choix du conjoint, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, c'est une réalité. C'est une étape dans la vie, comme le choix d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et le deuxième choix le plus important dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est le choix effectivement du conjoint. Ce n'est pas un problème, c'est une étape dans la vie. Parce qu'en disant problème, on risque d'effrayer les gens. C'est l'histoire du choix, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est compliqué, tout ça, non. Mais ça demeure un problème, ça je vous le dis. Ouais. Non, si on ne fait pas bien les choix, bien sûr, les résultats, c'est des problèmes. On est là mais pour ça. Si on fait bien les choix, il n'y a pas de problème. Tout va aller comme sur des roulettes. Et donc, les choix concernent les deux personnes, l'homme et la femme. L'homme et la femme, on a l'habitude de dire, bon, c'est l'homme qui demande la main. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça c'est la culture de tout le temps. C'est l'homme qui demande la main à la femme. Et donc, c'est l'homme qui commence à faire le choix. Oui, c'est l'homme. C'est l'homme qui commence à faire le choix. C'est l'homme qui prend l'initiative, généralement. Ouais. Et c'est accepté comme tel. On ne va pas bousculer les choses. On ne va pas bousculer les choses. Ça, c'est vous qui le dites, pasteur. Là, c'est vous qui le dites. Là, c'est vous qui le dites. Oui, parce que ça risque de créer beaucoup de polémiques. Et moi, je suis très cool, très libéral. La femme, pourquoi pas, elle peut commencer à sa manière. Voilà. Vous voyez, c'est la femme peut commencer à sa manière, se positionner pour que l'homme la voie. Mais l'initiative de sortir le mot, c'est l'homme. C'est ce qui est, bon, comme déjà Dieu en créant l'homme et la femme, en instituant le mariage, eh bien c'est Adam qui a ouvert la bouche le premier. Donc c'est le modèle. Ah oui, c'est le modèle. Adam qui a ouvert la bouche. C'est notre personne de référence. Voilà, c'est Adam qui a ouvert la bouche. Voilà, pour dire que voilà, ça c'est l'os de mes os.
la chair de ma chair. Mais ça peut aussi arriver. Femme. Oui, ça arrive. Nous avons des cas. Ça arrive. On ne peut pas se voiler les yeux. Souvent, on dit, bon, quand c'est la femme qui commence, oui, bon, ça va diminuer un peu, sa dignité et tout ça. Bien carrément, ce n'est pas dans notre culture. Voilà. C'est un problème de culture. Dans notre culture, ça ne choque pas. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Et puis on avance. Et puis voilà. Oui, pasteur Véronique Kalima, vous allez dire quelque chose. Moi, je voulais dire ceci. C'est vrai, comme il a dit, c'est la culture, c'est l'homme qui commence. Mais moi, je pense aussi, quelque part, c'est la femme qui laisse l'opportunité à l'homme de venir vers elle. Dans quel sens? Un homme peut avoir l'idée de venir aborder une femme, mais si la femme déjà, elle met un mur, en général, l'homme, il n'a pas ce courage-là. En général, l'homme, pour que l'homme vienne vers la femme laisse cette opportunité-là. Ça, je sens. Donc, si je comprends bien, la femme subit le choix de l'homme. Oui, la femme subit le choix de l'homme. Mais la femme ne subit pas les choix. Ça, je n'ai pas dit que la femme subit les choix. Oui. La femme, et c'est vrai, l'homme va vers la femme pour lui poser son problème. Oui. Souvent, la femme, comme l'homme, souvent, je sais que l'homme, c'est le chef, mais en principe, c'est un grand peureux aussi. C'est un grand peureux aussi. Pour approcher une femme, si, avant d'arriver vers la femme, si la femme met un mur, l'homme ne va pas passer. Mur dans quel sens? Comme tel, bon, l'homme ne va pas passer. Donc, c'est la femme qui laisse. Et la femme chez qui l'homme est venu. Ou d'échouer, oui. Oui, la peur d'échouer, tout ça. Diminue toujours, oui, c'est vrai. Mais c'est la femme qui laisse l'homme venir. Et la femme chez qui l'homme est venu n'a pas de choix à faire. Bah, bien sûr. Bien sûr, elle n'est pas obligée d'accepter le premier homme qui vient. Non. Elle n'est pas obligée. Non. Vous savez, chaque homme, chaque femme a toujours, avant de se marier, une espèce de portrait robot de la personne qu'il va épouser. On se fait toujours un portrait robot. On se dit, bon, j'établis un critérium, la femme que je vais épouser ou que l'homme que je vais épouser doit répondre à tel critère. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui va déterminer le choix. Ce sont les critères qui déterminent le choix. Si on voit que la personne qui se présente devant moi répond au critérium qu'on s'est fixé, là on se lance. Mais là, pasteur, vous ne pensez pas que ça peut être un blocage? Les critériums. Oui. Quand vous dites le portrait robot. Oui. Le portrait robot, je ne veux pas dire que il faut que la personne qui se présente en face de vous doit répondre à 100%. À tous les critères. À tous les critères. Non. Au moins la moitié des critères pour que le travail de perfectionnement ne puisse pas être trop difficile. Parce que quand on se marie, il y a des différences. Mais s'il y a des incompatibilités majeures, là, il y aura un blocage. Mais dans les critères, comme j'ai dit, il y a des critères qu'on négocie et des critères qu'on ne négocie pas. Voilà. Alors là, il faut peut-être... Dites-moi, pasteur Véronique ou Léon, parce que quand on parle du choix, c'est comme si on est devant une alternative. Vous êtes devant une alternative où il faut choisir. Vous avez parlé du portrait robot. Vous avez mis, par exemple, 9 critères dans votre portrait. Vous avez mis 9. Oui. Il y a X qui vient avec 5 critères. Il remplit 5 critères. Il y a l'autre qui en remplit 4. Il y a un autre qui en remplit 3. Et comment vous faites dans ce cas-là? Parce que tous n'ont pas rempli les 9 critères. Oui. Dans chacune des personnes, vous retrouvez les critères que vous voulez. Oui. La décision, voilà. En fait, pour nous, les chrétiens, allez, même pour les communs de mortels, même les non-chrétiens, je crois à un moment donné, on doit faire les tris. On examine et tout ça. Mais pour nous, les chrétiens, notre examen, c'est d'abord la prière. On passe par la prière. On prie. Oui. Et le Seigneur parle. Le Seigneur va vous indiquer... Si vous vous trouvez devant un embarras de choix,
C'est ça votre question. Oui. Vous faites devant un embarras des Des choix. choix, voilà. Et vous avez une multitude de personnes qui se présentent. Bon, souvent, ce n'est pas ça le cas. Hein? Mais C'est ça. Mais bon, non, vous devez devant deux ou trois Est-ce personnes. qu'il est permis d'avoir plusieurs personnes? Ah, mais pourquoi Est-il pas? permis? Oui, mais pourquoi? S'ils se présentent. mais La première chose, c'est la qu'il faut femme, elle faire. attend. S'il y a 4 qui se présentent, Oui. mais ça ne dépend pas d'elle. Donc, est-il permis à une fille Oui. d'avoir 4 personnes devant elle? Non, Oui. tu ne vas Non, pas c'est-à-dire- rester avec 4 personnes. Non, mais il faut d'abord. Mais comment vous allez avoir opérer? quelques personnes Parce que le pasteur Léon a parlé tout à l'heure du tri. Qui sont, Donc, quand on voit tri, qui sont ces personnes? Quelle est leur qualité? les personnes qui viennent te demander c'est la main. Les prétendants. À ce moment-là, vous voyez, moi je dis toujours, en tant qu'encadreur, oui, je dis la meilleure façon, c'est de se faire d'abord des amis. Il ne faut pas. là, je tiens, en tout cas, il faut bien il ne faut aider pas- nos téléspectateurs. Ah oui. Il faut bien aider nos Oui. les gens qui nous suivent. Oui, l'amitié sincère, c'est quelque chose de très important. Oui. Une amitié franche. Vous pouvez avoir 2 ou 3 amis avec qui vous discutez des choses de la vie, des choses de l'Église, des choses de Dieu. Les amis parmi des lesquels choses vous- du pays. Oui. Des amis, des sexes opposés. Hein? C'est là, 100 ans. Hein? Oui. On est en train de parler des amis des sexes opposés. Il ne faut pas en abuser. Ah oui, Des amis sincères. c'est-à-dire des amis sincères. Il ne faut pas aller au-delà, il ne faut pas toucher au sexe. Non, des Oui. amis, vous êtes des amis. vous parlez. Et c'est ça la difficulté, Exactement. surtout dans nos sociétés. Oui. Et quand on voit un garçon avec une fille, on pense directement au copinage. Non. Mais quand ils sont à l'école, la plupart de nos écoles sont des écoles mixtes, n'est-ce pas? Oui. Il y a des garçons et des filles qui marchent ensemble, qui sont amis, Moi, je vois mes filles avec des amis garçons, mais ils sont toujours là. Mais il n'y a rien de sexuel ou quoi, ils sont amis. Mais c'est d'abord dans cette amitié-là, pendant cette période-là, si l'homme, parce que c'est l'homme souvent qui a l'initiative, si l'homme, maintenant, il se prépare pour le mariage, il est bon qu'il prenne parmi Pasteur ses Léon, amis. il y a une difficulté. Ouais. Pendant que vous Il n'est pas gérez, dit qu'il faut, pendant que vous gérez les amis Oui, dans l'amitié franche, ouais, il y a des amis qui vont rester amis. oui. Parmi les amis, il y en a qui vont se transformer, qui vont poser leurs problèmes. Là, je m'adresse au pasteur Véronique Kalima. Ouais. Vous êtes une fille, vous avez des amis garçons. Et entre-temps, il y a aussi des prétendants, des gens qui se sont prononcés dans ce sens-là, allant vers le mariage. Mais vous êtes en train d'opérer votre choix. Vous n'avez encore rien dit. Dites-moi, comment est-ce que vous pouvez gérer cette période-là? Vous avez des amis garçons, vous avez des prétendants mélangés. Comment vous pouvez gérer ça? Oui. Quand on est avec des amis, on n'a pas des arrière-pensées. Voilà. C'est vraiment des amis francs, comme on dit. Oui. Bon, là, il n'y a pas de problème. Tu peux être aujourd'hui, tu causes avec celui-ci, demain tu vas avec l'autre, et tu sais qu'il n'y a rien, et tu es franche dans ce que tu fais. Là, tu n'as vraiment pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. À moins que là, quand vous commencez à avoir des idées, alors ça devient tout à fait Non, différent. si réellement vous avez plusieurs prétendants, Oui, plusieurs hommes vous proposent, oui. voilà. Si tu prends ton temps... Oui, comment vous pouvez voir- gérer cette période en tant que femme? Non. En tant que femme. Parce que les prétendants sont censés ne pas savoir, qu'ils sont, je peux dire, en compétition, entre Non, guillemets. ils sont censés ne pas savoir. Mais les Ils garçons, sont censés ne pas savoir. Oui, ils sont censés ne pas, Pas savoir. savoir. Mais le garçon est censé de savoir que mon amie ici, elle est aussi, elle peut aussi avoir d'autres amis à part moi. Quand tu n'as rien, ce sont des amitiés sincères. Tu peux aussi accepter que la fille puisse aussi avoir d'autres amis aussi sincères. La meilleure manière de procéder quand Oui, on pas se ça. trouve dans une situation comme celle-là, c'est, comme je dis, c'est de prier pour que Dieu vous montre. Il ne faut pas passer trop de temps. Et il ne faut pas non plus trop disperser avec beaucoup trop d'amis. Il ne faut pas... C'est ça. Là, non, c'est- les amis,
Ah, c'est pas, bien. non, il ne faut pas limiter quand même. Les enfants sont libres de se faire des amis. Il ne faut pas limiter. Non, non, toi tu dois avoir seulement 3 amis. Non, Non. mais si tu as 20 amis. Mais alors, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça Ils devient... ne sont pas tous. Ils sont pas tous oui, 20 amis de la classe. Ah oui, ça fait quoi? Et je disais qu'il il ne faut pas prendre trop de temps. C'est ça. La fille doit être une personne de prière pour savoir à quel moment le Seigneur la visite réellement. La plupart des filles sont distraites. Il y a des gens qui viennent et qui posent le problème de mariage. Mais elles prennent trop de temps pour dire oui, laissez-moi, je suis en train de réfléchir, je vais prier. En réalité, elles ne prient même pas. En réalité, elles ne prient même pas. Si vous permettez. Alors, au moment où les garçons vont la quitter pour aller prendre quelqu'un d'autre, ah non, ça c'était. Il était pour moi. Non, c'est trop tard. Pasteur, vous avez parlé de la prière, mais moi je reviens. Tout à l'heure, vous avez parlé des critères. Oui. Vous avez dit, oui, il y a même 2 sortes de critères, où vous avez dit que les critères négociables, non négociables. Même avant d'aller en prière, moi je pense que vous devez identifier les critères. Voilà. Il faut savoir bien les préciser. Les préciser. Oui. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Quels sont ces critères, les critères que vous avez appelés négociables et non négociables? Oui. Les critères... Est-ce que vous pouvez les énumérer? Oui. Non, il ne s'agit pas d'énumérer. La liste n'est pas exhaustive. Oui, la liste n'est pas exhaustive. Hein. Mais il faut que nous en citer quelques-uns. Oui, bien sûr. Ce qu'on doit savoir, c'est que les critères non négociables sont des critères qui sont susceptibles d'amener les gens à une vie de couple chaotique. Alors, les premiers critères non négociables, c'est les critères spirituels. Ah oui, c'est les critères spirituels. On ne peut pas mélanger un croyant avec un incroyant, un infidèle. Ça, c'est... Je veux dire que ça, c'est fondamental. Il faut que vous ayez... partager la même vision. La même vision. Même si tous les autres critères sont remplis. La même foi. Oui. Donc, la même foi. Le seul critère-là annule tous les autres. Ah oui, vous savez que le monde spirituel contrôle le monde physique. Tu commences à vous parler spirituel. Si au niveau spirituel, vous n'êtes pas au même diapason, ça va créer beaucoup de problèmes. Quand vous parlez de critères spirituels, vous parlez d'être dans la même église? Non, pas nécessairement. Ah, ok, voilà. Il faut confesser la même foi. La même foi. Ah oui, il faut confesser la même foi. La même foi. Vous ne pouvez pas être... La même doctrine. Oui, il ne faut pas prendre quelqu'un qui a une autre foi. Non, là, ça devient compliqué. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Nous sommes un pays laïque, mais il faut avoir la même foi. Si vous êtes de telle confession religieuse, il est bon que vous preniez quelqu'un de votre confession. Et vous pensez que ça peut garantir la suite des choses? C'est mieux. Ça peut garantir. Oui. C'est un des critères. C'est un critère fondamental. Je ne dis pas que quand vous obéissez à ces critères, quand vous répondez à ces critères, vous allez absolument réussir. C'est ça. Non. Mais c'est un critère qui vous permet d'avoir les faveurs du pronostic pour la réussite. Pour la réussite. Voilà, du mariage. Parce que ça conditionne le reste. Quand vous avez une même foi, vous avez les mêmes référents spirituels, vous confessez un même Dieu, ça c'est important. Mais si vous avez 2 dieux différents, là c'est compliqué. Je ne dis pas que ça ne peut pas réussir, ça peut réussir. Il y a des gens qui disent oui, je prends l'autre Dieu m'a convaincu pour l'amener à la conversion. C'est pas toujours gagné d'avance. C'est pas toujours gagné d'avance. Voilà un des critères non négociables. Voilà. Je crois que c'est même le critère par excellence. Non négociable. Bon, les critères
négociables, ils sont nombreux. Dans les non négociables, vous n'avez cité qu'un seul. Non. Jusque-là. C'est celui qui est vraiment important. Je ne voudrais pas faire une hiérarchie de tous les autres critères. Les autres sont plus ou moins discutables. Hein, plus ou moins discutables. Mais les critères négociables, c'est-à-dire on peut, là où on peut accepter des marchés, même s'il y a des incompatibilités, on peut gérer. C'est par exemple les critères physiques, la beauté physique, la taille, le niveau d'études. Les niveaux d'études, les niveaux sociaux. Les niveaux sociaux. Vous pouvez négocier. Donc, est-ce qu'il y a pas moyen d'expliquer à nos jeunes gens qui nous suivent comment est-ce qu'on peut négocier un critère? Quand vous dites que négociable, donc ça veut dire. Négocier. Oui, comme parce qu'on vous parle de négociable. C'est-à-dire que ça peut passer, on peut... Vous pouvez accepter. Et vous pensez pas que ça peut être aussi un danger? Oui. Quand vous le négociez. Ça peut aussi être un danger. Ça peut être aussi un danger. Ça peut aussi être un danger. Un danger. Mais, par exemple, le problème, par exemple, des classes sociales. Bon, chez nous, il n'y a pas vraiment de classe sociale, mais bon, il y a quand même des souches sociales, des niveaux de vie. Quelqu'un qui vient d'une famille riche, qui prend une personne qui vient vraiment d'une famille pauvre, souvent, il va se développer un complexe de supériorité, d'infériorité de l'un et de l'autre. Alors, quand il y a ces complexes-là, c'est dangereux. Mais si les deux personnes sont capables de surmonter ces complexes, ils disent par exemple, non, nous, ça ne fait rien, moi je vais l'aider à atteindre mon niveau social. Quelqu'un qui n'a jamais vu, par exemple, les services à table et tout ça, quelqu'un qui n'a jamais utilisé les installations hygiéniques modernes, qui vient directement du village et tout ça. Il dit non, je vais l'aider à atteindre mon niveau. Et ça, c'est faisable. La personne peut accéder au niveau de celui qui semble être un peu élevé. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit que ça, c'est négociable. On peut aller parce que la personne peut s'adapter facilement. Mais il y a d'autres, comme les critères spirituels, là c'est très difficile parce que si quelqu'un a spirituellement une doctrine différente de la vôtre, là il faut absolument une conversion. La conversion, c'est pas évident. Et là, la jeune fille ou le jeune homme doit dire directement à la personne que non, ça ne pourra pas être possible de faire un deuxième pas avec lui. Ou avec elle. Il faut avoir ce courage. Donc, au premier pas, déjà, il faut arrêter. Mais nous, vous ne lui donnez pas la chance de faire un deuxième pas. Non, avec vous. Généralement. Ben oui, parce que vous avez dit que c'est non négociable. Donc, vous ne donnez pas l'occasion de faire un deuxième pas. Oui. Donc, au premier pas, déjà, vous lui dites que non. C'est-à-dire, quand on dit que c'est non négociable, c'est-à-dire que la personne qui croit défendre qui semble être dans le vrai, celui qui semble être dans le vrai, il va dire non, moi je ne change pas. Vous voyez? Parce que le problème spirituel, c'est ça. Il dit non, moi je change. Moi j'étais toujours dans cette église, moi je reste dans cette église. C'est souvent comme ça. Moi je reste dans cette église. Mais si la personne dit non, bon, écoutez, moi je peux venir dans votre église et puis on verra plus tard. Je crois que je vais me convertir à votre foi. Là, ça va. Là, ça va. Mais souvent, ce qui se passe, c'est ceci. Parce que nous avons remarqué cela. La plupart du temps, c'est que les enfants, quand ils viennent, ils ont déjà fait leur choix. Souvent, c'est comme ça, ils ont déjà fait leur choix. Ils se réalisent que
voilà, l'autre est d'une autre confession religieuse et que la personne qui est en face de soi refuse de s'affirmer. Mais les jeunes gens ils disent oui, papa, nous pouvons toujours avancer ensemble. Je peux m'adapter, je vais les convertir. Intégrer votre communauté. Et souvent, après ça. J'ai une question que je voudrais poser au pasteur Véronique Kalima. Et quelle est la place de l'amour? Quelle est la place de l'amour? Vous êtes bloqué par le critère déterminant, le critère non négociable. Et quelle est la place de l'amour dans tout ça? Quelle est la place de l'amour? Mais avant de s'engager, parce que tous ces critères-là, s'il y a ces critères-là, bon, l'amour, je ne sais pas comment vous allez aimer. Si d'abord, toi, comme Pasteur Léon a dit, que la personne qui dit qu'il est dans le vrai, il a dit que non, moi, je ne veux pas aller dans cette église-là. Il dit qu'il aime la fille, ou bien il aime les garçons. Mais alors, parce que quand on dit l'amour, l'amour supporte tout. Quand il y a déjà l'amour, alors, tu te dis que dans l'amour, avec l'amour que j'ai pour la personne, je vais changer. C'est ça. Quand il y a l'amour, souvent, parce que quand papa le dit, quand les jeunes gens viennent, ils sont déjà, donc l'amour est déjà là. Ils sont déjà là. Même s'il y a des critères là non négociables, là, elle va dire non, ou bien elle va dire non, je vais les changer. Mais les mêmes jeunes gens. Et pourtant, il ne faut pas, l'amour ne doit pas être aveugle. Ah, ok. Oui. L'amour ne doit pas être aveugle. Là, il faut faire appel à la réflexion, à la raison. Il faut raison garder. Il faut qu'il y ait la raison. Toi, tu dis que l'amour, c'est vrai que l'amour est là. C'est comme j'ai suivi un débat là, quelque part. L'amour est là. Avant, avec le temps, quand vous allez voir tout ce qui sont insurmontables, l'amour va disparaître. L'amour va disparaître. Donc, il faut aussi qu'il y ait quand même raison, qu'il y ait aussi la raison. Mais les mêmes jeunes gens qui viennent vers vous pour poser leurs problèmes, souvent, tu vois, la même jeune fille, le même jeune garçon, jeune homme qui dit que non, voilà, j'aime les deux filles. Et les filles aussi souvent disent que non, j'aime les deux. Oui, ça peut arriver. L'amour est partout, oui, l'amour est partout et la personne est en difficulté pour opérer le choix. Vous, en tant qu'église, qu'est-ce que vous faites pour aider une telle personne qui est en face d'une difficulté pour opérer un choix? Qu'est-ce que vous faites? On va faire appel à la raison. Oui, parce que la même personne vous dit que non, voilà, il remplit tel critère, l'autre aussi remplit tel critère, mais je ne sais pas qui prendre. Je les aime tous les deux, je les aime toutes les deux. Non, c'est là qu'on dit, nous en tant qu'église, on va faire appel à la raison. On vient, les garçons ou la fille vient, ils donnent tous les critères, les deux. En tant qu'église, en tant qu'encadreur. Et puis en tant aussi. Et sans oublier que les deux jeunes gens, les deux jeunes filles partagent la même foi que la personne. Parce que c'est ça le critère déterminant. Maintenant, il y a c'est ça, non? Maintenant, il y a il y a aussi l'expérience qui joue pour les encadreurs. Il y a l'expérience qui joue. On dit, vous venez avec tel critère et tel critère pour deux personnes. Voilà, il y a ça, il y a ça. Sans parti pris. Sans parti pris, on voit avec la raison qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui ne va pas. C'est ça. Oui, je crois que dans tous les cas de figure. Et c'est l'homme, la personne. Je crois que ça, c'est une question qui est presque un cas d'école. Mais je crois que. Parce que non, il n'y a pas. Oui, non. On finit toujours par choisir une personne. Quand on est mûr. Parce qu'on ne peut pas épouser deux personnes. Quand on est mûr. Maintenant, c'est le libre arbitre qui est dans chacun de nous. Mais bien sûr. On ne peut pas non plus imposer. Mais quand vous, en tant qu'encadreur, vous voyez de vos propres yeux que non, ces choix n'est pas... La personne a des difficultés. Et le libre arbitre est la décision finale qui lui revient. Et vous sentez que non, ça ne marchera pas. Mais on lui dit... On lui dit... Parce que vous dites les encadreurs. Non. Pasteur Véronique a dit, il est question de l'expérience. Il est question de l'expérience. Vous avez de l'expérience. La personne a choisi. C'est très sensible. L'encadreur a pour rôle
d'accompagner la personne. Et non pas de Pour décider à Pour que sa la place. personne prenne une décision en âme et conscience. Je vous ai dit que le choix du conjoint, c'est le deuxième choix le plus important dans la vie d'un homme. Après le choix d'acceptation de Jésus. Alors, il faut absolument montrer à la personne les voies qui se présentent devant lui. Parce que si vous allez dans ceci, il y a tel avantage, il y a tel inconvénient. Si vous allez dans cette voie, il y a tel avantage, tel inconvénient. C'est à vous de décider. Voilà. Tant que vous-même, vous n'amenez pas la décision, ce n'est pas à l'encadreur. Ça, j'aimerais le dire et je le souligne. Sinon, on va se retrouver dans une histoire ou dans une hypothèse où on doit se marier par prophétie. On ne se marie pas par prophétie. Pasteur de non, tout, je crois que c'est elle qui sera... C'est lui qui m'a dit. Non. Surtout si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, non, c'est lui qui m'avait dit de prendre. Pasteur, de tous les critères négociables que vous avez cités, j'aurais bien voulu que vous citiez un critère, mais vous ne l'avez pas fait. Mais je vous le donne, oui, je vous donne. Oui, je vous donne quand même ces critères et je voudrais vraiment qu'on puisse en parler. Le critère âge. L'âge. Le critère âge. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de nous éclairer? Non, l'âge, c'est négociable. L'âge, c'est négociable. C'est négociable, oui. Parce qu'il y a quelqu'un, la femme plus âgée, l'homme plus la femme plus âgée. Non, ça c'est il n'y a pas d'inconvénient. Il n'y a pas du tout d'inconvénient. Ce sont des incompatibilités qu'on peut négocier. On peut négocier. On a déjà vu plusieurs cas comme ça. Et ça peut varier entre quel âge et quel âge? La femme combien d'années? Non. L'écart d'âge. Faut pas. L'écart d'âge. Parce que vous êtes des encadreurs, vous avez de l'expérience. Oui. De ce que vous avez constaté sur terrain, des cas que vous recevez et tout ça. Ça peut varier comme. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes gens? Si on doit accepter un écart, voilà. Si on doit accepter un écart, on peut accepter jusqu'à combien d'années? Non, écoutez, ne soyons pas trop mathématiques, trop carrés. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand deux personnes sont mûres, c'est-à-dire qu'ils ont déjà dépassé l'adolescence, ils sont déjà dans la vingtaine, je crois qu'ils sont libres de se marier. Ils sont vraiment libres de se marier. Mais les écarts trop importants qui peuvent aller jusqu'à 20 ans, 100 ans. Bon, c'est une façon de parler, oui, parce que dis, chacun donne de l'importance selon que ceux qui Non. Si vous avez, quand je dis 100 ans, je dis que c'est une façon de parler, c'est trop grand. Vous êtes des générations différentes. Ça, c'est pas bon. Parce que là, vous n'avez plus vous n'avez pas les mêmes repères. Voilà. Vous n'avez pas les mêmes repères. Ça risque. Écoutez, vous êtes une femme, vous avez 20 ans et vous voulez épouser un homme qui a 45 ans, 50 ans. Eh bien, faites le calcul vous-même. Hein. Quand vous aurez 80 ans, 30 ans, quand vous aurez 30 ans, donc dans 10 ans, la personne, vous aurez 30 ans, le mari aura 60 ans. L'écart il est un peu comme votre... Conflit, il y aura conflit de génération, comme on dit. Conflit de génération. Il y aura... Oui, vous n'avez pas les mêmes repères. Vous parlez des choses tout à fait différentes. Et la personne ne comprend pas. La génération Android et la génération... ça devient compliqué. Mais si la personne peut supporter, libre à elle. Oui, il y a des filles qui aiment les personnes très âgées. Mais vous allez faire quoi? Il y a aussi des jeunes gens qui aiment des femmes mûres. Oui. Qui aiment aussi des femmes mûres. Libre à eux de ne pas être complexés. Parce que souvent, ce sont les yeux des autres. C'est la société qui condamne. Les deux personnes peuvent bien s'entendre, mais la société qui les regarde et dit mais comment vous avez pris une femme plus âgée que vous? C'est quoi ça, cette affaire? Mais si ça ne gêne pas les deux. Si ça ne gêne pas les deux. Parce qu'il est question de deux personnes. Oui. Mais souvent, l'influence des parents. Oui. Les parents interviennent souvent dans le choix du conjoint. Oui.
ce qui est normal, je crois. Mais les parents doivent surveiller la vie de leur... Il y a des parents qui sont catégoriques. Hein. Il y a des parents qui sont catégoriques. Par exemple, ils ont leur fille ou bien leur garçon qui a beaucoup étudié, peut-être qui est allé en Europe, faire des formations. Il est vraiment assez avancé côté études. Mais quand il redescend un peu plus bas, et les parents là sont catégoriques, ils disent non. Il prend une femme qui n'a pas étudié. Oui, voilà. Oui. Souvent, les parents lui, il aime la femme qui n'a pas étudié. Qu'est-ce que vous voulez? Mais non, parce que c'est question du mariage. Ouais. Il est question du mariage. Oui. Les parents s'y interviennent. Ouais. Oui, les parents s'y interviennent. Comment les garçons doivent tout faire pour convaincre ses parents à accepter. Quand on dit que le mariage, c'est pour les gens qui sont mûrs, la personne qui se marie, elle est mûre, elle doit être capable de convaincre ses parents. Les parents disent que nous n'aimons pas la femme qui n'a pas étudié. Lui, il doit être capable. Et puis, la maturité. Et pendant que les jeunes hommes cherchent à convaincre les parents, ils perdent la fille. Et puis, nous devons dire aux parents. Qui se prend trop de temps, les temps de convaincre? Non, nous devons dire aux parents que ce n'est pas à eux de choisir. Oui, ce n'est pas les parents de choisir. Ou des maris pour leurs enfants. Les parents. Ils ont leur avis, c'est vrai. Ils peuvent donner leur avis. Ils peuvent donner leurs avis. La dernière décision revient. Ils doivent laisser le libre arbitre à leur enfant. L'enfant, quand il veut se marier, il n'est plus bébé. Il est mûr. Il faut les respecter dans ses choix. Dans ses choix. Ah oui, il faut respecter. C'est ça que nous, les parents, nous devons faire. Je sais que c'est difficile. Même moi, ça va être difficile. Si je me retrouve dans un cas comme ça, je vais dire à ma fille, mais tu vas prendre un homme qui n'a pas étudié, tu as fait l'université, tu prends quelqu'un qui n'a fait que les humanités, mais ma fille, tu vas avoir et si le garçon dit qu'il va continuer les études? Les études. Mais si ma fille insiste, ma fille dit non papa, nous serons heureux. Mais moi je ne vais pas dire non. Ne te marie pas, ou allez, je te déplace, je t'envoie dans un autre pays. Mais il y en a qui font comme ça, ils déplacent un enfant pour couper la liaison. Mais si les garçons ont un minimum vital, si on peut être d'un niveau d'études inférieur à la femme et avoir une bonne qualité de vie. Dites-moi, pasteur, le choix qui a été opéré, vous avez déjà fait un choix et vous vous êtes déjà prononcé, dit à la personne que non, voilà, c'est vous que j'ai choisi. Mais entre-temps, la personne trouve mieux. Parce que là, il n'est pas encore question du mariage. La personne trouve mieux. Parmi il a mis 9 critères, il avait trouvé 6 auprès de la personne, mais il rencontre une autre personne qui en a 7. Il s'est dit non, là-bas, je trouve encore 7 critères. Il peut changer. Il peut changer. Juste parce qu'il a trouvé un autre critère qui s'est ajouté, il a le droit de changer. Il a le droit de changer. Oui. Les fiançailles, ce n'est pas un mariage. Et s'il avait été convaincu, comme vous avez dit, il a prié, il a été convaincu, un homme mûr, tout ça. Mais alors, voilà. C'est toujours dans cette maturité-là qu'il faut changer. Et vous êtes toujours mature. Non. Quand vous changez. Écoute-moi. Non, éclairez-nous. Non. Parce qu'on s'est dit que vous êtes mature, vous avez déjà opéré un choix. Oui. Voilà. C'est toujours dans le cadre de la maturité que vous avez le droit de changer. Si vous êtes mature, vous avez prié, vous êtes convaincu que c'est la personne. Vous avez accepté la personne. Maintenant, il y a une autre personne qui vient, qui a 7 critères. Mais je ne vois pas comment. C'est vrai que les fiançailles, ce n'est pas le mariage et tout. Mais il faut prier une fois et être convaincu une fois et rester. Parce que vous n'allez pas, si aujourd'hui vous changez, parce que vous avez trouvé 7 critères. Ok. Non, Pasteur Véronique, non, on n'est pas encore dans le mariage. Non, c'est ça, non. Tout peut arriver. Parce que même dans le mariage, les gens ont envie de changer, mais ils sont liés par le lien du mariage qui est sacré. Il n'y a pas lieu de changer. Mais là, vous n'êtes pas encore marié. Oui, on ne peut pas changer à tout. Mais non, je ne suis pas encore marié. Je ne suis pas lié. Une fois, on peut changer. Une fois, on peut changer. Il n'y a pas de problème. Mais on va changer 3 fois, on va changer 4 fois. Parce que c'est les fiançailles. On va changer 4 fois, 5 fois. Non, ça ne va pas.
Alors là, on ne prie pas Là, bien ou quoi? oui, ou ça ne prie pas bien, ou bien on est instable soi-même. Parce qu'on on est dans la période du choix. On veut être à l'aise, s'assurer. Non, ce qu'il faut faire, c'est ceci. Hein, ce qu'il faut faire, c'est ceci. Parce que souvent, les jeunes gens s'engagent trop vite. Trop vite. Il ne faut pas se marier. Il faut pas aller. Ça peut être une raison. Non, Vous vous êtes rendu compte que je me suis engagé trop vite. Oui, ça peut être une raison. Ça arrive 3 fois. Oui, la précipitation. Oui, la précipitation. Nous disons toujours qu'il ne faut pas aller dans la précipitation, dans ces choix-là. Il ne faut pas aller avec précipitation. Il faut prendre le temps. Le temps d'observer, les critères. Si la personne répond aux critères, d'observer les qualités de l'autre et de prier. Et dès qu'on a la conviction, c'est à ce moment-là qu'on va... Oui. Et si ça ne marche pas, et ça peut arriver, hein? Ouais. Ça peut arriver, si ça ne marche pas, vous y allez, vous dites, ah non, vous découvrez d'autres défauts, et tout ça. Peut-être que la personne était hypocrite. Vous découvrez d'autres défauts qui ne vous permettent pas d'avancer. Hein? Vous dites, non, j'arrête. Vous pouvez aller ailleurs. C'est que le pasteur... C'est comme a dit mon épouse, les fiançailles, c'est pas le mariage. Mais ce que nous déconseillons, c'est le fait d'aller avec précipitation dans les choix. C'est obligé de pas choisir. Bon, parce que là, vous allez... Et dans les coups de foudre. Alors, les coups de dans foudre, les coups de foudre. Bon. Ce n'est pas bon. Parce que, Pasteur vous êtes Léon... d'accord avec nous que ce n'est pas bon. Pasteur Léon, vous êtes des encadreurs dans une église. Souvent, nous voyons les jeunes gens, une jeune fille peut-être qui a fini ses études, qui sert le Seigneur. Elle est à l'église dans une chorale, à l'intercession, au protocole. Et puis le jeune homme est là. Ils servent Dieu ensemble. D'abord, le premier critère, c'est déjà OK. Parce qu'ils partagent la même foi. C'est déjà OK. Mais ils sont jeunes à l'église. Ils servent le Seigneur, tout ça. Et les jeunes gens, il est en train de se chercher, tout ça. Et là, il est limité dans le secteur de l'église. Il est limité sur le plan géographique. Le jeune homme est limité. Même la jeune fille, elle est limitée parce que c'est à l'église. Mais dès que le jeune homme trouve du travail, il commence à côtoyer les collègues de service. Là, il a élargi. Du côté espace, c'est élargi. Donc avant, il était proche d'une sœur parce que l'église, on chante ensemble, tout ça. Mais quand il commence le boulot, il élargit son cercle. Pendant qu'il était déjà attaché à une sœur, à l'église. Tu vois, peut-être qu'il s'est engagé trop tôt avec l'église parce que le cercle était fermé. Mais maintenant, il commence à travailler. Il a élargi le cercle. Donc, il a lieu de changer. Parce qu'il s'est dit que non, peut-être que je n'avais pas bien vu. Donc, la vie, ce n'est pas seulement à l'église. Même la vie, ce n'est pas seulement à l'église. Ailleurs aussi, à la vie, on peut trouver aussi des filles bien. Donc, il a le droit de changer. C'est ce que je voulais dire. Il a le droit de changer. Oui, il peut changer, madame. Il peut changer. C'est pas mauvais de changer, mais c'est les convictions. Oui, parce que moi, j'avais besoin de cet éclaircissement-là. Il vaut mieux casser les fiançailles plutôt que de se lancer. Parce qu'à l'église, vous avez tendance à consolider même les fiançailles, à contraindre les jeunes gens de rester ensemble pendant que la personne est libre de changer. On donne des conseils. Quand les gens viennent, ils étaient déjà fiancés et maintenant on trouve qu'ils veulent se séparer. Nous, en tant qu'encadreur, on donne des conseils, on dit pourquoi tu veux changer. Voilà, on peut avoir des qu'est-ce qu'il y a, tout ça, et tout poser des questions. Parfois c'est pour des futilités qui veut Si c'est pour des futilités, on peut leur dire non, voilà, il y a ça, il y a ça. Mais on n'oblige pas les jeunes gens de rester dans les fiançailles. On n'oblige pas. Nous n'avons pas de bâton. Non, on n'oblige pas. On ne forme pas les gens. C'est dans le mariage qu'on fait contraindre pour que les gens restent. Mais quand c'est des fiançailles, on n'oblige pas. Si tu on trouves vraiment que tu ne peux plus marcher, vous savez, c'est comme la Bible dit dans Amos 3.3, deux personnes ne peuvent pas vivre ensemble, marcher ensemble, s'ils ne se sont pas, dès le départ, mis d'accord. Et là, ce n'est pas seulement même pour le mariage, mais pour la vie. Vous ne pouvez pas être ensemble si, dès le départ... Oui, mais là, on est dans un cadre bien précis. Parce que même dans le mariage, il nous arrive de ne pas être d'accord entre mari et femme. Il nous arrive. Mais on est lié par le lien du mariage qui est sacré. Mais là, vous êtes vraiment libre. Mais là, vous êtes vraiment libre. Dans les fiançailles, c'est ça. Vous ne pouvez pas rester ensemble dans les fiançailles si vous trouvez que vous ne pouvez pas marcher. Vous avez des visions différentes. Vous ne pouvez pas marcher. On ne peut pas vous obliger de rester ensemble. N'oblige pas. On ne peut pas obliger. Il faut respecter les fiancés dans leur choix. Nous leur présentons les tableaux. C'est comme Dieu a dit.
je mets devant toi la vie et la mort. Non, le libre arbitre. Ah oui, mais vous avez le libre arbitre. Oui. Mais nous, on va vous demander d'aller vers, de choisir la vie. Elle dit voilà la mais libre à vous de prendre. Ce qu'il faut éviter, c'est de faire un mauvais choix. Vous-même, parce que vous êtes allé dans la précipitation, ou comme vous avez dit, il y a eu un coup de foudre. Le coup de foudre, c'est pas bon, c'est la passion. La passion, c'est l'aveuglement. La passion, on ne voit rien. Et quand on se marie, dans la passion, ça finit toujours par s'arrêter à un moment donné. C'est là où il y a des crimes passionnels et tout ça. Là, ce n'est plus l'amour. Et autant ne pas se marier que de mal se marier. Mal se marier. Ah oui. Oui. Ah oui, c'est comme ça. En tout cas, on et ça, j'ai dit particulièrement aux jeunes filles. Autant ne pas se marier que mal se marier. Oui, parce que si on se marie mal, c'est un calvaire. C'est le pire, comme on avait dit l'autre fois, vous tombez dans le pire. C'est la prison, vous sentez comme dans une prison. Dans une prison, oui. Oh, je ne vois pas quelqu'un qui aimerait rester dans une Pasteur, je voulais poser une dernière question, parce qu'on est pratiquement à la fin de l'émission. Vous avez dit, en toute chose, il faut recourir à Dieu pour vous aider à opérer les choix. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce Dieu-là vous a orienté? Quels sont les signes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut montrer à la personne que l'on voit là, ça c'est Dieu qui m'a répondu? Donc c'est sur cette question-là qu'on va clôturer l'émission. Moi, je voudrais que vous puissiez répondre à cette question. Oui. Parce que les gens se confient en Dieu, mais comment savoir que c'est Dieu-là m'a répondu, que Dieu m'a dit c'est telle personne, que je dois y aller? Comment savoir? Il faut avoir une intimité avec Dieu. Quand vous avez une intimité avec Dieu, vous allez entendre sa voix. Dieu parle de plusieurs manières. Même si vous n'êtes pas dans l'intimité avec Dieu, quand vous priez, Dieu va vous amener à ce que vous-même, vous compreniez que c'est ça le bon choix. Vous allez avoir la paix, vous allez avoir la joie. Chaque fois que vous voyez la personne, ça vous calme. Et si elle n'est pas là, vous sentez quand même le besoin de sa présence. C'est une façon de Dieu de répondre, de répondre à l'interrogation de son fils qui lui demande un éclairage. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Quand on s'adresse à lui, il répond. Et je veux dire aussi, ça vaut autant pour les garçons que pour les filles. Oui, la fille ne doit pas être tout simplement dans une position attentiste. La fille doit demander aussi à son Dieu. Demander aussi à son Dieu si la personne qui vient est vraiment la personne idoine pour les mariages, pour qu'ils marchent ensemble. Et il ne faut pas se marier parce que et voilà, c'est la première personne qui est venue, ou bien on se sent déjà vieille. Tu prends le premier qui arrive. Non, il n'y a pas d'âge pour se marier. Parce que l'âge, non, il n'y a pas d'âge pour se marier. Celui qui vient maintenant, je prends. Oui, que la jeune fille ne se décourage pas. Même s'il ne répond pas à mes critères, je prends. Non, ça c'est... On peut se marier à 20 ans, c'est pas bon. On peut se marier à 30 ans, on peut se marier à 40 ans, on peut se marier à 50 ans. Et au-delà. Ok. C'est pas une course. C'est pas une course. Chacun a son parcours sur cette terre des hommes. Voilà. Et Dieu a un plan, a un temps fixé pour chaque bénédiction. Il a un temps fixé. Il ne faut pas avoir une fixation. Quand on a une fixation, non. Je dois absolument me marier cette année. Et surtout pour les jeunes filles, je dois absolument me marier cette année. Et puis l'année passe. L'année passe. L'année passe. Et puis on commence à chaque jour se présenter devant le miroir pour dire ok, je suis en train de vieillir, je vois déjà des rides, ainsi de suite, les mascaras ou les fonds de teint, le teint de fond. Voilà, chers téléspectateurs, sur cette note que nous allons clôturer notre émission. On nous a dit que ce n'est pas une course, mais confions-nous au Seigneur et il répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et j'espère que
vous qui nous suivez, vous allez faire des bons choix. Merci, vous avez été très nombreux à nous suivre ce soir. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro de notre émission Heure du coach. Que Dieu vous bénisse.